Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la première partie de Mais la bourse, quoi qu'est-ce donc, après l'introduction. Nous allons tout de suite commencer par le début des marchés boursiers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une action. Alors une action, c'est un titre de propriété ou de copropriété en tout cas. C'est une toute petite partie du capital de la société, en tout cas de la société, qui vous est vendue dans différents buts que nous allons voir dans le diapo d'après, en vous rémunérant en contrepartie par une prime de risque qu'on appelle le dividende, le fameux dividende des actionnaires. Alors, ce dividende, il est rétribué une fois par an, en général après la fin de l'exercice comptable de l'année. Il est en général rétribué en numéraire, c'est-à-dire avec de l'argent, sonnant et trébuchant, mais il est aussi souvent proposé aux actionnaires qu'on leur donne en plus des actions qu'ils ne paieront pas. Vous remarquerez que j'ai souligné et mis en gras prime de risque, c'est la première fois que je le dis, mais je vais le marteler tout au long de la vidéo et des séries de vidéos. Euh, Entrer en bourse est une activité risquée. C'est de l'épargne. Quand on va en bourse, on y va pour différentes raisons, mais on s'attend, en tout cas on vise un rendement supérieur à d'autres types d'épargne. Mais il faut bien comprendre que une activité, plus le rendement est important et plus le risque est important. Celui qui vous dit le contraire, ou c'est un faiseur de miracles, ou c'est un escroc. Alors, comment ces titres arrivent sur le marché? Alors, il nous faut principalement trois acteurs. Le premier étant une entreprise. Alors, cette entreprise, elle pourrait avoir un besoin de liquidité, de notoriété, pourquoi pas, parce que être une grosse capitalisation boursière, on pense tous à Apple, Total, eh bien c'est une vitrine, c'est une preuve de force, et puis c'est surtout beaucoup d'oreilles attentives à ce que vous faites. Une stratégie à mettre en place, ça pourrait être une stratégie de fusion, bref. Cette société décide un jour, on va l'appeler la société Tape Dur, décide de mettre, on va prendre un chiffre simple, 10 000 actions pour lever du capital sur les marchés financiers. Alors cette entreprise, on va dire que elle a envie d'innover sur quelque chose de technologique, elle a de la recherche à faire, de l'embauche, de l'achat de matériel, et donc elle veut se développer, et donc elle a un besoin de liquidité. Elle va décréter un nombre de titres et se tourner vers un professionnel de la distribution et de la vente de titres qu'on appelle une place de marché. Alors ça peut être Euronext, Wall Street, peu importe. Cela va dépendre du pays dans lequel elle est, de la zone dans laquelle elle veut être cotée et de son secteur d'activité. En gros, voilà. Cette place de marché, c'est un dépôt-vente qui va assurer la logistique, mais aussi le bon fonctionnement et le bon déroulement dans de bonnes conditions des différents échanges. Elle va prendre ces 10 000 titres et elle va les mettre sur un marché et crier voilà, j'ai 10 000 titres à tant d'euros à vendre de la société Tape Dur. Et c'est là qu'entrent les premiers acteurs qui sont les acheteurs. Alors j'ai mis acheteurs-vendeurs parce que rapidement ils sont susceptibles de devenir des vendeurs, puisque un jour ils posséderont des actions, bien que nous verrons aussi qu'il y a un autre type de vendeurs qu'on appelle les vendeurs à découvert, mais nous en parlerons plus tard. Donc ces acheteurs peuvent être des épargnants, des spéculateurs, alors ça peut être des fonds d'investissement, des particuliers, des entreprises. Et donc il est évident que pour vendre des titres, eh bien, il faut des gens disposés à acheter ces titres. Alors, l'entreprise, au demeurant, aura monté un gros dossier, hein, une introduction en bourse, ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un dossier financier, tout un aspect financier à mettre en place et une communication autour du pourquoi des besoins, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent, quelles sont les perspectives de développement, à quel horizon. Et donc, ça va intéresser ou pas un certain nombre d'acheteurs
et donc qui vont vouloir acheter ces actions. Et puis, le titre va s'échanger selon la loi de l'offre et de la demande en fonction des convictions de chacun. Et c'est comme ça qu'apparaissent les premiers vendeurs. Cette confrontation de l'offre et de la demande, elle va occasionner des mouvements de hausse, de baisse, des dérives latérales de prix, hein, on va le voir. Et ce titre, il est acheté ou vendu après, ou revendu si vous en avez possédé, selon que chacun en voudra plus ou moins, ou même plus du tout, pour diverses raisons variées. Alors évidemment, c'est une liste qui est très loin d'être exhaustive, hein, mais quelqu'un qui en aurait 100 est satisfait et du rendement et des perspectives de l'entreprise, il va en racheter 100, parce qu'il croit en l'entreprise. Un autre va vendre parce que le PDG n'a pas un bon discours, il ne le croit plus, donc il va vendre tout ou partie de ses titres. Donc il va gonfler, celui-ci va gonfler l'offre, et donc derrière il faudra que la demande absorbe cette offre, on va le voir graphiquement après. Il peut vendre ses actions parce que il a un besoin de liquidité pour investir autre part ou pour acheter quelque chose, peu importe, ou payer la fiscalité peut-être. Il estime que le titre est à sa juste valeur. Alors le titre cote 20 euros maintenant, et cet investisseur dit le titre ne vaut pas plus, je ne prends pas le risque d'aller plus haut, et donc je revends à 20 euros. Et donc il va encore gonfler le, le rang des vendeurs. Si il vend sans action et que derrière il y a 200 ou 300 acheteurs, eh bien on voit bien que ça fera monter les cours, on va le voir dans le diapo d'après. Bref, on voit que il y a un tas de raisons qui font que on peut vouloir acheter, vendre des titres, ou du moins revendre des titres, ou les vendre à découvert, c'est plus de la spéculation, on en parlera plus tard. Les rumeurs aussi sont souvent très violentes sur les marchés financiers. Alors voici un exemple, et on va un peu prendre deux ou trois cas de figure et on va voir ce que ça donne. Mais tout d'abord, je vais commencer à vous montrer, mais très rapidement, que vous compreniez, puisque c'est quand même quelque chose qu'on va utiliser tout au long des vidéos et puis que vous devez voir à droite et à gauche, ces fameux graphiques là dont on ne comprend strictement rien quand on les voit. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que dans 98% des temps, des fois, pardon, ici en bas, et donc je cherche le mot, c'est horizontalement, pardon, horizontalement, c'est l'axe du temps, hein. Alors nous on va prendre janvier à décembre arbitrairement et on va garder cette unité de temps tout au long de la série de vidéos. Alors janvier, hein, février, mars, avril, mai, juin, etc. Et sur la droite, ici, vous avez l'axe des prix. Alors ici, j'ai pris 10 euros comme introduction, comme prix d'introduction, donc c'est la ligne rouge. Mais on voit qu'en dessous, ça cote aussi, et ça va jusqu'à 0. Donc un titre comme ici, qui retomberait à 0, c'est une faillite boursière. Donc on aurait 10 ici, on pourrait dire que c'est 15 ou 16 ou 17, peu importe, 20 ici. Nous on va considérer qu'on a 10, 0, 15 et 20, comme ça ça simplifiera les choses. Donc voici, tonton Jules a acheté les titres ici. Alors la confrontation de l'offre et de la demande le jour de l'introduction a fait que le titre s'est retrouvé à 10 euros. Voilà. Donc ça c'était en février. Et après, selon plusieurs facteurs, on développera beaucoup plus tard les facteurs de hausse et de baisse qui ne sont pas si évidents que ça. Le titre évolue. Alors il peut aller sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 mois, sur 3 ans, jusqu'à 17 euros, redescendre ici jusqu'à 13, puis remonter jusqu'à 20, et il peut même aller jusqu'à 0, la faillite boursière. Dans le cas d'ici, on pourrait appeler ça un crack, hein, si c'était un indice. En tout cas, on voit que on peut aller jusqu'à 0, et par contre en hauteur, il n'y a pas de limite. Un titre pourrait coter
des millions si c'était nécessaire. Alors, qu'est-ce que représente un actionnaire pour la société dont il détient les titres? Quels sont ses droits? Il en est le copropriétaire, mais au prorata de la part qu'il détient évidemment, donc il est soumis à l'évolution des prix de l'action. Ça c'est une première chose à noter. À ce titre, il peut participer aux assemblées générales et voter, donc il fait partie des entre guillemets, et vous verrez que premiers informés je le mettrai systématiquement entre guillemets parce qu'on parlera du délit d'initié plus tard dans les vidéos. Il touche cette fameuse prime de risque et il touche une plus-value s'il revend ses actions, tout ou partie, à un prix plus élevé que son prix d'acquisition, on va le voir tout de suite, et des moins-values s'il revend à un prix plus bas que son prix d'acquisition. Alors, par exemple, tonton Jules a acheté ici, et il a eu beaucoup donné, il a laissé le titre monter. Ici, il n'a pas eu peur, il a gardé ses titres. Et puis là, il a touché les dividendes qui lui ont été versés. Et là, ici, il a eu le nez fin et il a tout revendu. S'il avait acheté 10 actions ici à 10 euros et qu'il les revend à 20, eh bien son bénéfice net sera, pas net pardon parce qu'il y a la fiscalité derrière, mais son bénéfice par action sera de 10 euros par action plus le dividende et le tout auquel il faut soustraire la fiscalité, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Voilà, on peut reprendre le cas intermédiaire de quelqu'un qui est arrivé ici, qui a eu un bon tuyau et puis qui a acheté, il s'est fait un peu peur. Finalement, eh bien, le titre est remonté. Et puis là, il s'est dit bon ben, j'ai eu chaud, je revends. Et il a revendu ici. Donc, il aurait revendu quasiment au même prix, ou alors au même prix que il avait acheté. Eh bien, bénéfice net ici 0, puisqu'il touche même pas les dividendes. Et en tout cas, sur le prix des actions, il ne fait pas de percute. Le scénario catastrophe, on en parlera peut-être, on le survolera, mais c'est un scénario assez classique. Monsieur Jules, tonton Jules, ici a eu un très bon tuyau, il a acheté le titre, c'était beaucoup trop tard, il l'a acheté à 20 euros et le titre est parti en faillite. Eh bien, il a perdu tout son argent, mais de toute façon, il était perdant à partir d'ici, 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 d'ici. Tonton Jules aurait acheté le titre ici, eh bien, à partir de moins de 10 euros, eh bien, il est en perte. Hein. Voilà. Donc, on voit bien que investir en bourse sur la base de ce qu'on sait pour l'instant, eh bien, on voit que c'est aussi une question de timing. C'est pas parce qu'un titre va beaucoup monter que vous allez en profiter forcément. Ça va être une question de timing, d'analyse et de dynamique du titre. Alors pourquoi je vais décider d'acheter des actions? On peut le faire dans le cadre d'une diversification d'investissement, d'une épargne, d'une spéculation. Hein. Par exemple, j'ai acheté de la pierre, des maisons, j'ai investi dans une société et je vais investir aussi en bourse dans peu importe le secteur. On peut aussi investir en bourse, mais on va voir après que je trouve ça un peu hypocrite de dire ça par idéologie ou par conviction. Je crois en cette société ou en ce secteur d'activité. Une société qui nous dirait je vais inventer le vaccin contre la mort. Eh bien, les gens par conviction, gratuitement, d'ailleurs ils refuseront très probablement le dividende par la suite, vont acheter des actions de cette société. Voilà, il existe beaucoup de motivations pour acheter des actions, mais ne soyons pas hypocrites, c'est quand même dans un but de plus-value, hein, autant pour l'actionnaire que pour la société. Le but, eh bien, c'est ou ici de faire des plus-values, ou ici de faire tourner une société avec des fonds et la développer. Alors on voit bien d'emblée que nous avons quand même des intérêts communs. Et ça soulève des premières questions par rapport à ce que j'entends assez communément. Est-ce que l'actionnaire veut forcément
des licenciements massifs ou des restrictions de budget? Non. Alors pas forcément, on va voir qu'il y a des cas où c'est pas tout beau non plus, mais d'un point de vue strictement théorique, quelqu'un qui met des sous dans une société, s'il entend qu'il y a 800 licenciements, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que les affaires vont pas très bien. Alors il peut considérer ça comme une bonne nouvelle parce que c'est un serrage de ceinture et ça peut relancer l'entreprise, mais pour lui ce n'est pas une bonne nouvelle en soi d'avoir un licenciement massif, par exemple. Euh, D'autre part, il faut bien comprendre qu'un actionnaire, il préférerait pouvoir mettre son argent en 80 sur une société et en 2000 aller le chercher et ne s'être jamais fait de frayeur et prendre ses bénéfices, plutôt que d'avoir investi sur une société où tous les 8 jours ça chute de 10% ou ça monte de 20%. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'un point de vue strictement théorique, un actionnaire et un investisseur d'une manière générale, il recherche de la stabilité. Et donc, on ne peut pas, avec ce type de raisonnement-là, on ne peut pas penser que systématiquement les actionnaires pensent à mal pour les sociétés. Évidemment qu'ils veulent leurs dividendes, ils veulent être rétribués pour le risque qu'ils prennent et pour l'essuie qu'ils prennent, parce que de temps en temps, quand le titre chute de 17%, eh bien, peut-être ils sont en train de perdre de l'argent, ou alors ils étaient en très grosse plus-value et ils sont en train de tout effacer. Bref, ils prennent des risques et donc ils aiment recevoir leur rétribution, mais comme tout salarié aime recevoir son salaire. Quant à la société, eh bien elle, ce qu'elle veut surtout, c'est que ses actionnaires soient sereins et qu'ils n'hésitent pas à réinvestir systématiquement dans les projets futurs de la société. Donc on voit bien que théoriquement, je le répète encore, hein, je ne veux pas qu'on me vole dans les plumes, on va essayer de rétablir la sainte vérité un peu plus tard. Théoriquement, l'actionnaire et la société ont bel et bien des intérêts en commun, et donc, ça veut dire que, y compris au sein de la société, les salariés font partie du capital de l'actionnaire. Il faut bien le comprendre. Et cet actionnaire, il aimerait que tout se passe au mieux pour la société. Les implications pour les différentes parties, elles sont plutôt simples, hein. Pour l'actionnaire, c'est se tenir très informé des cours, de l'actualité de la société, connaître le marché dans lequel évolue la société en question, mais l'état des marchés en général, parce qu'il est quand même, ça arrive, mais il est rare qu'il y ait un secteur qui aille très 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 bien et puis tout le reste très 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 mal. Se tenir au fait de la fiscalité, notamment en France, parce que c'est compliqué. Et du côté de l'entreprise, c'est un peu plus tendu parce que ils sont toujours à marcher sur des œufs avec une communication impeccable. Au moindre petit accroc du PDG, le titre peut chuter violemment ou monter. Il faut évidemment une gestion limpide et pouvoir justifier du moindre café de dépenser. Des résultats à la hauteur des annonces, sinon ça engendre ce qu'on appelle un profit warning, c'est-à-dire que quelque temps avant de publier ces résultats, la société fait savoir que, attention, nous vous prévenons, le jour où nous allons donner nos résultats, eh bien, ils seront moins bons que ce qu'on vous avait prévenu, ce qu'on vous avait promis. Et donc, en général, ça fait bouger beaucoup le titre. Et il faut une équipe de dirigeants rompus au marché financier parce que une société cotée en bourse a une vie très particulière. Et il faut quand même des marchés plutôt stables dans l'ensemble pour que ce soit source de solutions plutôt que de problèmes. Voilà. Écoutez, les vidéos feront 20 minutes parce que 10 ce n'est pas assez par sujet. On a terminé pour celle-ci. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. J'espère que ça aide.